5e chapitre. L'établissement de commerce de Papago était un bazar de grandes routes dans le désert, à environ 5 kilomètres au-dessous et à l'est de la cabane de chasse. Les grandes pancartes placées à l'intérieur et autour du local annonçaient, en lettres peintes en rouge, « Authentique souvenir indien, pointe de flèche, mocassins, confiserie maison, bière super fraîche ». Il y avait une affiche Coca-Cola, une affiche Olympia et une affiche course. Majestic s'y rendit de la cabane vers 9 heures du matin. 300 mètres avant d'y arriver, il lut les pancartes sur la route et tendit l'oreille pour entendre d'éventuels bruits de moteur. Mais aucune voiture ne passa, ni dans un sens ni dans l'autre. Il s'arrêta devant le bazar et entra. De l'autre côté des comptoirs où étaient étalés babioles et souvenirs, poupées et couvertures indiennes, dictons gravés dans du bois verni, dans le genre « Il n'y a qu'une chose que l'argent ne peut pas acheter, la pauvreté ». Il vit le propriétaire de l'établissement, assis à un comptoir d'un débit de boissons non alcoolisées. Cet homme frêle avait une 60aine d'années et des cheveux blonds gris. Il buvait de la bière, à même la boîte. Majestic s'approcha de lui en disant « J'ai un pneu crevé à 3 kilomètres d'ici, pas de roue de secours. »« C'est dommage, » dit le propriétaire. « Est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone pour appeler un ami? Où est-ce qu'il habite? À Edna. Ça fait 25 cents pour appeler Edna. » Majestic le regarda porter à sa bouche la boîte de bière, scintillante d'humidité. « J'ai pas de roue de secours. Pour tout vous dire, je n'ai pas d'argent sur moi. »« Alors il faudra que je vous fasse confiance, hein ?» Majestic lui sourit. « Votre confiance irait jusqu'à une boîte de bière ?» Quand il eut sa boîte de course, une boîte d'1/4 de litre, il l'emporta près du téléphone mural, chercha un numéro dans l'annuaire d'Edna et le composa. Il resta le dos tourné à l'homme derrière le comptoir. Quand on lui répondit, il dit « Je crois qu'il y a, chez vous, un certain lieutenant McAllen. Je voudrais lui parler, s'il vous plaît. » Il attendit en regardant du côté du comptoir derrière lequel le propriétaire du bazar l'observait, puis, à nouveau, il lui tourna le dos et se pencha sur le téléphone. « Ici Vincent Majestic. Vous vous rappelez que nous nous sommes vus il y a quelques jours ?» Il fut interrompu et attendit avant de dire « Non, je suis dans un hôtel, en ville. Où croyez-vous que je suis? Écoutez, si vous me laissiez parler un moment, vous voulez bien ?» Mais il fut encore interrompu. « Dites, vous voulez bien m'écouter? Je tiens Frank Renda, j'ai dit que je le tenais. Vous voulez écouter ou vous voulez que je raccroche? D'accord, moi j'ai Frank Renda, et vous avez décidé de me poursuivre pour coups et blessures. Abandonnez l'accusation, déchirez-la, oubliez-la et je vous donnerai Frank Renda. » En raison des bruits violents qui émanaient du microphone, il écarta le combiné de son oreille, couvrit le microphone avec sa main et regarda le propriétaire du bazar. « Il est fâché parce que je l'ai arraché à son petit déjeuner. » Il se retourna, porta l'écouteur à son oreille et attendit l'occasion d'intervenir. « Ouais, on n'a rien pour rien dans ce bas monde, » dit enfin Majestic. « Vous le voulez, voilà mes conditions. Non, je vous l'amènerai. Si vous veniez ici, vous seriez capable de dire que vous nous avez trouvés. Si je vous l'amène, c'est moi qui le fais et personne d'autre. Ouais, c'est agréable de faire des affaires avec vous aussi. » Il raccrocha, but un peu de bière mais ne s'écarta pas du téléphone. « Mettez un autre coup de fil sur ma note, d'accord ?» dit-il au patron. « Phoenix, et peut-être encore 1 ou 2 bières. » Il composa le numéro, attendit et se retourna vers le mur en disant « J'ai un message pour quelqu'un qui s'appelle Wiley. Vous comprenez? Bon, prenez un papier et un crayon et écrivez ce que je vous dis. » Il était un peu plus de midi et le soleil tapait au-dessus de leur tête quand la voiture de sport apparut sur le chemin communal. Ils attendaient depuis 11 heures sur la pente où poussaient des pins. C'était la première voiture qu'ils voyaient depuis qu'ils étaient là. « C'est elle, » dit Renda, en essayant de se lever maladroitement à cause des menottes. Majestic l'arrêta d'un geste. « Restez assis. » Il regarda la voiture de sport, une Jaguar XK blanche, passer devant eux en soulevant une traînée de poussière sur la route gravillonnée, puis disparaître derrière les arbres. « C'est la voiture, » dit Renda. Majestic continua de regarder la route et ne dit rien jusqu'à ce que la voiture réapparaisse en venant lentement de l'autre direction. « C'est bon, allons-y. » Le temps pour eux d'atteindre la route et la Jaguar, qui était presque arrivée à leur niveau, s'arrêta brusquement. Une jolie fille, qui avait des cheveux blonds, courts
et de grosses lunettes de soleil rondes, descendit et se tint derrière la portière ouverte en les regardant. Pris par surprise, Majestic l'observa fixement. Il ne s'était pas attendu à voir une fille. Cette possibilité ne l'avait pas effleuré. « Qui c'est, ça ?»« C'est Wiley, » répondit Renda. Il se dirigea vers la voiture et demanda « Tu as l'argent ?»« Je le lui ai déjà donné, » répondit Wiley. « Oh là là, Frank, si tu te voyais. Comment ça, tu le lui as donné? Allez, bon Dieu, où est l'argent ?» Elle fronçait les sourcils quand elle releva ses lunettes et les cala sur sa tête. « On m'a dit de m'arrêter au bazar sur la route et payer 3,85 $ au patron. Alors c'est ce que j'ai fait. C'est le seul argent qu'on m'ait dit d'apporter. » Renda se tourna vers Majestic, qui faisait le tour de la Jaguar en l'examinant attentivement. « Qu'est-ce que vous manigancez? Quelle saloperie est-ce que vous manigancez? On a fait un marché. 25 000 $. Je ne pense pas que vous tiendrez dans le coffre, dit Majestic. Alors il vaut peut-être mieux que vous conduisiez, Frank. Ça vous occupera les mains. Wiley n'aura qu'à se glisser derrière les sièges. Il regarda Renda. Vous pouvez monter tout seul, ou bien je peux vous aider. À vous de choisir. J'ai dû louper quelque chose, dit Wiley. Vous permettez que je vous demande où nous allons? Majestic lui répondit avec un charmant sourire. En prison, mon chou. Où voulez-vous qu'on aille? Wiley était sorti, 3 ans plus tôt, de Northwestern University, cours de théâtre, 2 ans plus tôt de Universal City, un peu de télévision, 1 an plus tôt d'un cabaret, seins nus, et elle était entrée 6 mois plus tôt dans l'existence de Frank Renda. Ce n'est que tout récemment qu'elle avait cessé de s'étonner que la vie avec lui puisse être aussi, pas vraiment ennuyeuse, peu mouvementée. Elle s'était figuré que vivre avec un homme vrai de vrai, qui tuait des gens, serait un perpétuel frisson, le comble de l'ivresse. Elle s'était aperçue qu'il s'agissait surtout d'être allongé au bord de piscine pendant qu'il parlait au téléphone. Frank était amusant à regarder. Il était né comédien et il ne s'en rendait pas compte. Il jouait constamment un rôle et son répertoire allait du mec blasé à l'enfant gâté. Comme tous les comédiens qu'elle avait connus, il se regardait très souvent dans la glace. Il était intéressant à regarder. N'empêche qu'elle commençait à en avoir un peu marre jusqu'à ce que, 4 jours plus tôt, elle lui désigne ce type dans le bistrot. Non, ce n'était pas vraiment ce qu'elle avait fait. Elle était restée assise au comptoir en surveillant le type, mine de rien. Quand il avait eu l'air prêt à payer son addition, elle s'était levée et elle était sortie en faisant en sorte que Frank sache que le type allait sortir et qu'il ait 1 ou 2 minutes pour se préparer. Elle ne savait pas ce que Frank avait contre ce type. Elle ne lui avait pas demandé. Ça, c'était la vraie vie, passionnante, comme dans les films. Elle était restée sur le côté et avait regardé Frank tirer calmement 5 fois sur le type. Wouch, à environ 3 mètres. Le type était formidable dans le côté mourant. C'était vraiment du beau spectacle, du cinéma vérité. Jusqu'à ce que le flic sorte de nulle part et colle son revolver dans le dos de Frank. Elle s'était taillée, était rentrée en taxi à son appartement où elle avait attendu les 4 jours suivants, à côté du téléphone. Maintenant, c'était à nouveau l'aventure authentique, du vécu, coincé derrière les sièges d'une Jaguar XK qui roulait sur une route de campagne, son petit ami, menottes aux poignets, les mains posées sur l'arc supérieur du volant et un type à la mine grave qui avait l'air d'un fermier, l'observant attentivement, surveillant chacun de ses gestes. « À gauche quand vous arriverez à la route goudronnée, » dit Majestic. « Ça vous mènera à la départementale. » Renda freina. Quand il commença à tourner sur la route goudronnée, ses mains glissèrent et il dut agripper le volant en braquant à mort pour ne pas aller dans le fossé. Wiley fut projeté contre l'arrière du siège de Majestic. Il se retourna comme elle se redressait en s'appuyant sur le dossier. « Hé, vous essayez de me faire passer à travers le pare-brise ?» Renda leva les yeux sur le rétroviseur et la réflexion du visage de Wiley. Son regard croisa brièvement celui de Wiley avant de se reporter sur la route. Il resta environ 1 minute, puis se tourna vers Majestic. « Bon, alors vous avez changé les règles du jeu. Combien ça coûte maintenant ?»« 3,85 $, répondit Majestic. « Vous les avez payés, ça marche. Allez, arrêtez vos conneries. Combien vous voulez ?»« Rien. Je l'ai déjà expliqué aussi simplement que possible. On a conclu un marché ou bien vous êtes mort. On me fiche en tôle, vous êtes quand même mort. »« J'ai déjà conclu un marché. » Renda le regarda. « Vous croyez que les flics pourront vous maintenir en vie?
Ils étaient obligés de vivre avec vous pendant le restant de vos jours. Vous voyez ça? Vous ne sauriez jamais quand ça va vous arriver. » Comme Majestic se taisait, Wiley dit à Renda, « Il est un peu bizarre, hein ?» Renda leva les yeux sur le rétroviseur et croisa le regard de Wiley. Quand il reporta ses yeux sur la route, il vit que le virage approchait, attendit un instant et freina brutalement pour ralentir. Wiley fut à nouveau projeté contre le siège de Majestic. « Et là, Frank, doucement !» Frank regarda Wiley dans le rétroviseur. Elle était prête. Quand il termina son virage sur une ligne droite de la grande route, Renda accéléra jusqu'à plus de 110 à l'heure, resta à cette vitesse pendant 500 mètres, puis leva le pied droit et l'écrasa sur la pédale de frein. Wiley avait la main sur le loquet qui bloquait le dossier du siège de Majestic. Quand Renda freina brutalement, elle avait dégagé le dossier contre lequel elle se jeta de toutes ses forces. Son poids conjugué à la vitesse acquise projeta violemment Majestic dans le tableau de bord. « Frank, sous le siège !» hurla-t-elle. « Prends-le, bon sang !» Renda accéléra du pied gauche, tout en passant son pied droit par-dessus la bosse de l'arbre de transmission, pour donner un méchant coup de pied à Majestic, qui était coincé entre le siège et le tableau de bord. Pendant ce temps, Wiley passait la main sous le siège du conducteur, tâtonnant fébrilement, et se redressait avec un Colt 45 dans la main gauche. « Tire-lui dessus! Allez, descends-le, ce salaud! Je ne sais pas comment il faut faire. Presse la putain de détente !» Majestic poussa sur le dossier du siège en essayant d'attraper Wiley. Renda écrasa à nouveau la pédale de frein, renvoyant Majestic contre le tableau de bord. Celui-ci parvint quand même à s'en écarter suffisamment pour se retourner juste assez pour attraper le bras de Wiley au moment où elle pressait la détente et où la détonation résonnait à moins de 30 cm de sa tête. Renda, qui lui donnait à nouveau des coups de pied, hurla à Wiley « Mais descends-le, bon Dieu !» Il lança le pied vers les côtes de Majestic, les frappa 2 fois durement avec son talon, lança encore le pied, mais cette fois, son talon heurta la boucle de la ceinture de Majestic, glissa et heurta la poignée de la portière, au moment où Wiley collait l'automatique dans la figure de Majestic. Wiley tira, vit l'expression de Majestic, tira encore 2 fois et vit la vitre de la portière grande ouverte se briser. Mais Majestic n'était plus dans la voiture et elle savait qu'elle ne l'avait pas touché. La Jag XK parcourut encore plus de 50 mètres avant que ses feux de freinage s'allument. La voiture vira, fit marche arrière sur la route étroite et tourna encore pour rebrousser chemin. Majestic entendit le bruit du moteur. Il était étendu à plat ventre sur le bas-côté de la route, appuyé sur ses coudes, sonné, les yeux fixés sur les gravillons qui s'incrustaient dans les paumes. Sa vue était brouillée, et quand il s'essuya les yeux, il vit du sang sur le dos de sa main. Le bruit du moteur devenait plus fort, se rapprochait, était tout près de lui. Quand il leva la tête, il vit les phares et la calandre, près du sol. Il vit le capot tourner vers les gravillons du bas-côté et venir droit sur lui. Il se jeta sur le côté de toutes ses forces et roula dans le fossé au moment où la Jag passait. Un instant après, il entendit les pneus hurler sur le bitume et comprit qu'il fallait qu'il sorte de là. Alors, il se souleva, émergea des mauvaises herbes, sortit du fossé du côté opposé à la route et passa entre les fils de fer d'une clôture, au moment où la Jag virait à nouveau, revenait et, cette fois, s'arrêtait. Majestic était déjà en train de courir dans les broussailles, de zigzaguer entre les touffes de buissons, quand Renda descendit de voiture et se mit à lui tirer dessus avec l'automatique qu'il tenait de ses 2 mains tendues, toujours prisonnière des menottes. Majestic continua de courir. Renda sauta par-dessus le fossé, arriva à la clôture, posa le 45 sur un pieu, visa et pressa 3 fois sur la détente, mais la silhouette qui fuyait dans les broussailles était maintenant trop petite et il lui aurait fallu beaucoup de chance pour la toucher. Il tira encore une fois et un déclic lui indiqua que le chargeur était vide. À 70, 80 mètres de là, Majestic avait fini par s'arrêter, épuisé, à bout de souffle. Il se retourna pour regarder l'homme qui se tenait près d'un pieu de la clôture. Pendant un moment, ils s'observèrent l'un l'autre, et comme chacun savait qui était l'autre et ce qu'il pensait, ils n'avaient besoin de parler ni l'un ni l'autre. Renda traversa à nouveau le fossé et monta dans la Jaguar. Majestic la vit s'éloigner. Il était apparemment plus facile de sortir de prison que d'y entrer. Il parcourut 3 kilomètres à pied, s'assit pour se reposer
et attendit 1 heure en plein soleil avant qu'un camion de fourrage s'arrête et l'emmène jusqu'à la jonction. Quand le conducteur du camion lui demanda ce qui lui était arrivé, il répondit qu'un de ses pneus avait éclaté, qu'il avait quitté la route et avait été éjecté quand son pick-up était tombé dans le fossé. Le conducteur lui dit qu'il avait de la chance de ne pas être mort et Majestic en convint. À la jonction, il entra dans le bureau de la station Enco et demanda au pompiste, celui qui s'appelait Jill, la clé des toilettes messieurs. Le pompiste la lui donna sans rien dire, mais c'est avec un petit sourire qu'il regardait l'allure crasseuse et mal en point de Majestic. Quand il fut dans les toilettes messieurs, Majestic put constater qu'il était dans un drôle d'état. Le visage plein de terre et de sang séché, la chemise déchirée dans le dos, du gravier incrusté dans ses mains lacérées. À 16h30, il entra dans le poste d'Edna des services du shérif du comté et demanda à l'adjoint de garde si le lieutenant McAllen était là. L'adjoint fit semblant de ne pas remarquer dans quel état était sa tête et lui demanda à quel sujet il voulait voir le lieutenant. « Je veux aller en prison », répondit Majestic. Il attendit assis sur le banc en se disant « C'est dingue, voilà que j'essaie de retourner en tôle ». Il était toujours assis sur le banc 20 minutes plus tard quand McAllen s'approcha de lui et se tint là sans rien dire. « Je le tenais, dit Majestic. « Ah bon? Vous voulez sans doute savoir ce qui s'est passé. »« Je crois que j'ai une idée, dit McAllen.